Salut tout le monde, c'est Net Plus. Quand on parle de l'Afrique, il y a souvent cette image qui revient, vous savez, celle d'un continent constamment en guerre. C'est un cliché, bien sûr, mais comme beaucoup de clichés, il y a une part de vérité douloureuse derrière. Depuis les indépendances dans les années 60, le continent a été secoué par de nombreux conflits. Des guerres civiles, des génocides, des guerres entre États. Des noms comme Biafra, Rwanda, Congo résonnent encore aujourd'hui, chargés de tragédies. Mais pourquoi? Pourquoi tant de violence? C'est une question complexe. Est-ce un héritage colonial? Une lutte pour des ressources précieuses? Des tensions ethniques manipulées? Ou un mélange de tout ça? Aujourd'hui, on va essayer de démêler cet écheveau. On va plonger dans l'histoire de 8 conflits majeurs qui ont marqué l'Afrique post-coloniale. On ne va pas juste lister des faits et des chiffres, non. On va chercher à comprendre les racines profondes de chaque guerre. Quelles étaient les causes? Qui étaient les acteurs? Et surtout, quelles ont été les conséquences pour des millions de gens, des gens comme vous et moi, dont la vie a été bouleversée à jamais? C'est une histoire sombre, je ne vais pas vous mentir, mais elle est essentielle à connaître. Mais l'idée, ce n'est pas de vous laisser avec un sentiment d'impuissance. Au contraire, pour chaque conflit, on va aussi regarder comment il s'est terminé, ou comment on essaie encore de le résoudre. Quelles solutions ont été trouvées? La médiation internationale, les accords de paix, les commissions de vérité et de réconciliation. Car au cœur de ces ténèbres, il y a aussi des histoires d'espoir, de résilience et une incroyable volonté de construire la paix. Comprendre le passé, c'est la seule façon de construire un avenir meilleur. Alors, restez avec moi, on va faire ce voyage ensemble. On commence au Nigeria, fin des années 60. Le pays vient d'obtenir son indépendance de la Grande-Bretagne, mais c'est un géant aux pieds d'argile. Imaginez un pays immense, avec plus de 250 groupes ethniques différents, forcés de cohabiter dans des frontières dessinées à Londres. Au sud-est, le peuple Igbo, majoritaire dans la région du Biafra, se sent de plus en plus marginalisé et persécuté par le gouvernement central, dominé par les Haoussas et les Yoruba du nord et de l'ouest. Et puis, il y a le pétrole. Le Biafra est assis sur d'énormes réserves d'or noir, et les Igbos estiment que cette richesse leur revient de droit. En 1967, après des massacres terribles contre les Igbos dans le nord, le Biafra déclare son indépendance. Le gouvernement nigérian refuse. La guerre est inévitable. Ce qui a suivi est une tragédie absolue. Le gouvernement nigérian, soutenu par le Royaume-Uni et l'Union soviétique, impose un blocus total au Biafra. Plus de nourriture, plus de médicaments. Le monde entier découvre alors des images insoutenables d'enfants mourant de faim, le fameux kwashiorkor. C'était l'une des premières famines médiatisées de l'histoire. Le conflit a duré 3 ans, causant plus d'1 million de morts, principalement des civils. Finalement, en 1970, écrasé militairement et affamé, le Biafra capitule. Le Nigeria est réunifié, mais à quel prix? Pour éviter que le pays n'explose à nouveau, le gouvernement a lancé une politique de ni vainqueur, ni vaincu, axée sur la réconciliation et la reconstruction. Une leçon douloureuse sur les dangers du sécessionnisme et l'importance du partage des richesses. Maintenant, direction la Corne de l'Afrique. En 1977, on a 2 pays voisins, l'Éthiopie et la Somalie. Au milieu, une région aride appelée l'Ogaden. Officiellement, elle fait partie de l'Éthiopie, mais elle est majoritairement peuplée de Somaliens. Le président somalien de l'époque, Siad Barre, rêve d'une grande Somalie, un État qui réunirait tous les peuples somaliens de la région. Profitant d'une Éthiopie affaiblie par une révolution interne, il décide que c'est le moment ou jamais d'agir. En juillet 1977, l'armée somalienne envahit l'Ogaden pour l'annexer. C'est le début d'une guerre conventionnelle, une vraie guerre d'État, chose assez rare en Afrique à cette époque. Au début, tout sourit à la Somalie. Son armée, bien équipée, balaie les forces éthiopiennes et contrôle rapidement 90% de la région. Mais c'est là que la guerre froide entre en jeu. La Somalie était alliée de l'Union soviétique, mais l'URSS décide de changer de camp et de soutenir le nouveau régime marxiste éthiopien. Et quand je dis soutenir, je ne plaisante pas. Moscou envoie des milliers de conseillers militaires et des milliards de dollars d'armement. Et surtout, il convainc Cuba d'envoyer un contingent de 15 000 soldats pour se battre aux côtés des Éthiopiens. La tendance s'inverse brutalement. En quelques mois, l'armée somalienne est mise en déroute.
La guerre a fait des centaines de milliers de morts et de réfugiés, et elle a complètement déstabilisé la Somalie, contribuant à sa chute dans le chaos quelques années plus tard. On part maintenant en Afrique de l'Ouest, au Libéria, un pays à l'histoire très particulière, fondé par des esclaves affranchis venus des États-Unis. Pendant plus d'un siècle, leurs descendants, les Américano-Libériens, ont dominé le pays, créant un système quasi-apartheid contre les populations autochtones. En 1980, un coup d'État mené par Samuel Doe, un autochtone, renverse ce système. Mais l'espoir est de courte durée. Doe installe une dictature brutale et favorise sa propre ethnie, les crânes. La corruption explose, l'économie s'effondre. La situation devient intenable. Le jour de Noël, 1989, un certain Charles Taylor, un ancien membre du gouvernement de Doe, lance une rébellion depuis la Côte d'Ivoire voisine. C'est le début de l'une des guerres civiles les plus atroces du continent. Le Libéria plonge dans l'horreur. Le conflit n'est pas juste une guerre entre deux camps, mais une mêlée chaotique de multiples factions et milices dirigées par des seigneurs de guerre sanguinaires. On voit apparaître des enfants soldats, drogués et forcés à commettre des atrocités. Les civils sont les premières victimes, massacrés, mutilés, violés. La guerre s'étend même à la Sierra Leone voisine, à cause du trafic des diamants de sang qui finance les milices de Taylor. Après 14 ans de chaos, qui ont fait 250 000 morts et détruit le pays, la pression internationale et régionale finit par payer. Les accords de paix d'Accra en 2003 forcent Charles Taylor à l'exil. Une force de l'ONU se déploie pour désarmer les milices, et une transition démocratique mène à l'élection d'Ellen Johnson Sirleaf, la première femme chef d'État élue en Afrique. Un long chemin vers la reconstruction commençait. En 1994, le monde a assisté, presque impuissant, à l'un des événements les plus sombres de l'histoire de l'humanité, le génocide des Tutsis au Rwanda. Pour comprendre, il faut remonter un peu. La société rwandaise était composée de trois groupes, les Hutus, majoritaires, les Tutsis, minoritaires, et les Twas. Sous la colonisation belge, les Tutsis ont été favorisés et placés à la tête de l'administration, créant un profond ressentiment chez les Hutus. Après l'indépendance, les Hutus prennent le pouvoir et les Tutsis deviennent la cible de discrimination et de massacres périodiques. Des milliers de Tutsis s'exilent dans les pays voisins et forment un mouvement de rébellion, le Front patriotique rwandais, ou FPR. En 1990, le FPR lance une offensive depuis l'Ouganda. Une guerre civile commence. Le 6 avril 1994, l'avion du président rwandais Juvenal Habyarimana, un Hutu, est abattu. C'est le signal. En quelques heures, les extrémistes Hutus du gouvernement lancent un plan d'extermination systématique des Tutsis et des Hutus modérés. Pendant 100 jours, armés de machettes, de gourdins, les milices Interahamwe et l'armée massacrent partout, dans les églises, les écoles, les maisons. La radio d'Émile Colline crache des appels à la haine et au meurtre. Le bilan est effroyable. Environ 800 000 personnes assassinées, soit les 3/4 de la population Tutsi. Le génocide ne prend fin qu'en juillet 1984, avec la victoire militaire du FPR. Pour juger les responsables, le Rwanda a mis en place un système de justice unique, les tribunaux Gacaca, inspirés de la tradition, où les communautés jugeaient elles-mêmes les génocidaires, dans un effort monumental de justice et de réconciliation. Bienvenue en République démocratique du Congo, ex-Zaïre, un pays grand comme l'Europe de l'Ouest, au sous-sol immensément riche en or, diamants, coltan, et au cœur de l'une des guerres les plus meurtrières depuis la Seconde Guerre mondiale. Tout commence en 1996. Le vieux dictateur Mobutu Sese Seko, au pouvoir depuis 30 ans, est affaibli. Le Rwanda et l'Ouganda, pourchassant les milices Hutus responsables du génocide qui se sont réfugiés au Congo, décident de soutenir une rébellion menée par Laurent Désiré Kabila. C'est la première guerre du Congo. En moins d'un an, Mobutu est chassé du pouvoir. Kabila s'installe à Kinshasa. On croit la paix revenue, mais ce n'est que le début du cauchemar. Très vite, Kabila se retourne contre ses anciens alliés rwandais et ougandais. En 1998, il lance une nouvelle rébellion contre lui. C'est la deuxième guerre du Congo, aussi appelée la guerre mondiale africaine. Pourquoi ? Parce qu'elle va impliquer jusqu'à 9 pays africains et des dizaines de groupes armés. Le Zimbabwe, l'Angola et la Namibie soutiennent Kabila,
tandis que le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi soutiennent les rebelles. Mais derrière les alliances politiques, la vraie motivation est le pillage systématique des ressources minières du Congo. Les civils sont pris au piège, victimes de massacres, de viols de masse utilisés comme armes de guerre, de maladies et de la faim. Le bilan est apocalyptique, plus de 5 millions de morts. Un accord de paix est finalement signé en 2003 à Sun City, en Afrique du Sud, prévoyant un partage du pouvoir. Mais aujourd'hui encore, l'Est du Congo reste une zone de non-droit où des milices continuent de semer la terreur. La Côte d'Ivoire a longtemps été un modèle de stabilité et de prospérité en Afrique de l'Ouest, le fameux miracle ivoirien. Mais, vous savez, sous le vernis, des tensions couvaient. La prospérité du pays reposait en grande partie sur des millions de travailleurs immigrés venus des pays voisins, notamment du Burkina Faso. Après la mort du père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, en 1993, ses successeurs ont joué avec le feu en inventant le concept toxique d'ivoirité. L'idée ? Définir qui est un vrai Ivoirien, pour écarter du pouvoir un rival politique populaire, Alassane Ouattara, accusé d'avoir des origines burkinabées. Cette politique a fracturé le pays entre les Ivoiriens de souche du Sud et les populations du Nord, souvent musulmanes et considérées comme des étrangers. La situation explose en 2002. Une tentative de coup d'État échoue, mais se transforme en rébellion. Des soldats rebelles prennent le contrôle de toute la moitié nord du pays. La Côte d'Ivoire est coupée en deux. S'ensuivent des années de crise politique et militaire, avec une zone de confiance surveillée par les forces françaises de l'opération Licorne et les casques bleus de l'ONU. Un accord de paix, les accords de Ouagadougou en 2007, semble ramener l'espoir. Mais l'élection présidentielle de 2010 replonge le pays dans le chaos. Le président sortant, Laurent Gbagbo, refuse de reconnaître sa défaite face à Alassane Ouattara. Une crise post-électorale sanglante fait plus de 3000 morts en quelques mois, jusqu'à l'arrestation de Gbagbo avec l'aide des forces françaises et de l'ONU. Un exemple tragique de la façon dont la manipulation politique de l'identité peut détruire un pays. On retourne dans l'est de l'Afrique, au Soudan, dans la région du Darfour. C'est une vaste région semi-désertique à l'ouest du pays. Pendant des siècles, des tribus nomades, souvent identifiées comme arabes, et des agriculteurs sédentaires, identifiés comme africains, Four, Zagawa, Massalites, ont cohabité, avec des tensions mais aussi des arrangements. Mais dans les années 80 et 90, plusieurs facteurs vont mettre le feu aux poudres. D'abord, le changement climatique, la désertification, pousse les nomades à descendre vers le sud, sur les terres des agriculteurs. Ensuite, la politique, le gouvernement central de Khartoum, dominé par les Arabes, a toujours marginalisé et sous-développé le Darfour. Il a aussi commencé à armer les milices arabes contre les populations non arabes. En 2003, lassés de cette marginalisation, deux mouvements rebelles attaquent des cibles gouvernementales. La réponse du gouvernement de Khartoum est d'une brutalité inouïe. Il ne se contente pas d'envoyer son armée. Il déchaîne sur la population civile les Janjaouides, des milices arabes à cheval. Leur tactique est la terreur. Ils brûlent les villages, tuant les hommes, violant les femmes, empoisonnent les puits. C'est une politique de la terre brûlée, qualifiée par beaucoup, dont les États-Unis, de génocide. Le bilan est terrible. On estime à 300 000 le nombre de morts et plus de 2 millions de personnes ont été chassées de chez elles, vivant dans d'immenses camps de réfugiés. L'Union africaine puis l'ONU ont déployé une force de maintien de la paix, mais la violence, bien que de plus faible intensité, n'a jamais vraiment cessé. On termine notre voyage là où on l'a un peu commencé, en Somalie. Après sa défaite dans la guerre de l'Ogaden, le régime de Siad Barre s'affaiblit. En 1991, il est renversé par une coalition de clans rebelles. Mais au lieu d'instaurer un nouveau gouvernement, les chefs de guerre se retournent les uns contre les autres pour le contrôle de la capitale, Mogadiscio. C'est le début de l'effondrement total de l'État somalien. Le pays n'a plus de gouvernement central, plus de police, plus d'armée, plus d'école. Il est livré au chaos et à la loi des clans. Une terrible famine s'installe, aggravée par les combats qui empêchent à l'aide humanitaire d'arriver. C'est ce qui motive l'intervention américaine Restore Hope en 1992, qui se terminera par le désastre du Black Hawk Down en 1993, poussant les forces internationales à se retirer. La Somalie devient alors le symbole de l'État failli.
Le vide laissé par l'État est rempli par toutes sortes d'acteurs. Sur les côtes, des pêcheurs ruinés se transforment en pirates, attaquant les navires de commerce dans le golfe d'Aden, devenant une menace mondiale. À l'intérieur du pays, des tribunaux islamiques émergent pour rétablir un peu d'ordre, mais leur aile la plus radicale, les Al-Shabaab, affiliés à Al-Qaïda, prend le pouvoir et instaure un régime de terreur. Depuis plus de 30 ans, la Somalie tente de se reconstruire. Des gouvernements de transition soutenus par la communauté internationale et une force de l'Union africaine, AMISOM, luttent pour reprendre le contrôle du territoire. Le fédéralisme est vu comme une solution pour gérer la rivalité des clans, mais le chemin vers une paix durable est encore très long. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? On a vu 8 conflits, 8 histoires différentes, mais des schémas terriblement similaires se dessinent. D'abord, l'héritage colonial. Ces frontières artificielles, tracées à la règle sur une carte à Berlin, qui ont forcé des peuples ennemis à vivre ensemble et séparé des peuples amis. C'est une bombe à retardement qui a explosé un peu partout. Ensuite, la malédiction des ressources naturelles. Pétrole, diamants, coltan. Au lieu d'être une bénédiction, ces richesses ont attisé la convoitise, financé des milices et nourri des guerres sans fin, souvent avec la complicité d'intérêts étrangers. Et bien sûr, la mauvaise gouvernance, la corruption et la manipulation de l'ethnicité par des dirigeants prêts à tout pour s'accrocher au pouvoir. Ces guerres ont laissé des cicatrices profondes, des millions de morts, des économies détruites, des sociétés traumatisées. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce qui est tout aussi important, c'est de voir que des solutions existent et qu'elles ont fonctionné. On a vu le rôle crucial de la médiation, que ce soit par des organisations régionales, comme l'Union africaine, ou par des pays voisins. On a vu l'importance des interventions internationales, même si elles sont parfois imparfaites, pour protéger les civils, désarmer les combattants et sécuriser des accords de paix. Des accords comme ceux d'Accra, de Sun City ou de Ouagadougou qui ont permis d'arrêter les combats et de mettre en place des transitions politiques. Au final, la paix durable ne vient ni des armes ni des décrets. Elle vient d'un travail long et difficile de réconciliation. Les tribunaux Gacaca au Rwanda en sont l'exemple le plus puissant. C'est en regardant la vérité en face, en jugeant les coupables, mais aussi en favorisant le pardon, qu'un peuple peut recommencer à vivre ensemble. L'Afrique n'est pas condamnée à la guerre. Elle a en elle les ressources, la résilience et la sagesse pour surmonter ses démons. Comprendre ces conflits, ce n'est pas remuer le couteau dans la plaie. C'est apprendre les leçons du passé pour s'assurer qu'un tel futur ne se répète jamais. Merci de m'avoir suivi.